Je vais partager la présentation. C'est bon, vous l'avez? Oui, oui, Voilà. Bon, pour ceux qui participent pour la première fois, il y en a quelques-uns là. Un rappel un peu rapidement sur la formule. Euh, Entre les mois de normalement d'octobre, mais cette année de novembre, et le mois de mai, on organise chaque mois une séance de ce type sur des thèmes qui ont été choisis et priorisés par les étudiants. Le but étant de répondre aux attentes principalement des étudiants. Alors dans les auditeurs, on n'a pas que des étudiants, on en parlait tout de suite avec Nicolas, les alumni sont aussi invités, ceux qui sont intéressés par l'un ou l'autre thème sont les bienvenus également, mais l'objectif, la cible, ce sont les étudiants. À partir du thème choisi, nous identifions, Geneviève et moi, euh, normalement trois alumni qui sont concernés directement par le thème, qui travaillent ou qui ont travaillé dans le domaine, qui vont intervenir et présenter un peu leur parcours, qu'est-ce qui les a amenés là où ils sont, et là où ils sont, quelles sont leurs activités liées avec la thématique du jour. Bon, on n'est pas très nombreux, donc il pourrait y avoir des interventions en direct, mais la pratique qu'on utilise en général, c'est que on vous demande de poser vos questions dans le chat pendant les présentations et après la présentation. Et, Geneviève et moi, on reformule les questions et on propose à l'auteur de la question d'approfondir s'il y avait besoin. Voilà. On enregistre la séance et donc la séance sera disponible en replay dans les jours, normalement dans une semaine. On la mettra en replay sur le site de l'association Centrale Lille Alumni. Donc voilà, Geneviève, je te laisse continuer. oui. Alors donc je vais présenter nos trois intervenantes, mais en parlant de choses qui ne seront pas reprises après. Donc voilà, Patricia d'abord, Centrale Lille 1999, elle a fait l'option système de production. J'ai retrouvé dans le trombinoscope une photo de Patricia. Et puis donc, vous avez l'autre photo en dessous là que j'ai récupérée sur LinkedIn. Alors, j'avais demandé à Patricia de me donner quelques petites informations. Donc, ben voilà, une première remarque, c'est que les études à Centrale ou à l'IDN sont vraiment dans les gènes de la famille Lidric, là, puisque son frère, son grand-père paternel, son arrière-grand-père maternel ont tous les trois obtenu le diplôme IDN. Et puis, ben, la cousine qui a pris le relais, sortie de l'ITEM en 2024. Donc, ça fait quand même 5 personnes qui ont les gènes centraliens. Alors, Patricia elle était très active dans les associations, hein, dans le bureau des élèves, responsable des études, participant au forum, grande sportive, du volley, du squash, du badminton. Et puis actuellement, ben, donc elle travaille chez FESO en Belgique, où elle est, alors ben, elle nous dira, hein, Operational Excellence Expert, Helping Industries and Developing People. Donc, elle nous racontera en quoi ça consiste. Voilà pour Patricia. Maintenant, Juliette, Centrale Lille 2012. J'ai aussi trouvé une photo de Juliette. Oui, Euh, merci Geneviève. Ouais. ouais, tu es rentrée très tôt, là, tu dois avoir 12 ans. La photo, on dirait même qu'elle date d'avant. Donc voilà, Juliette, aussi système de production. Donc c'est une option dont j'étais responsable
Donc, je vais piocher dans mon vivier pour trouver des intervenants. Donc, ce qui est caractéristique là pour Juliette, ce qu'elle m'a dit, c'est que elle a fait une année de césure, donc 6 mois chez Dassault en usine de voilure et 6 mois en Thaïlande dans une usine de maintenance de moteurs d'avion. Donc déjà très passionnée par le monde de l'aviation. Et elle a été recrutée chez Airbus à la sortie de l'école via Graduate Program. Alors, comme activité à l'école, elle était secrétaire du BDS, responsable du club d'équitation et également membre de l'association Cheer Up et responsable de la course contre le cancer. Et donc maintenant, elle va vous parler de ça. J'ai trouvé sur le profil LinkedIn H160 Programme Transformation. Je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. En tout cas, c'est chez Airbus à Marignane. Voilà, merci. Alors, Gabrielle, Centrale Lille 2020, donc petite jeune. Alors là, il y a une photo qui est la photo de l'équipe Forum quand elle était en G3, donc en 2020, 2019-2020. Donc là, beaucoup d'activités, vice-présidente de l'association du Gala, chargée de la logistique pour le forum, membre de l'association du réseau Léo, membre de l'association Centrale Aide, Resto du Cœur sur l'île, représentante étudiante au Conseil de la formation de Centrale Lille. Et puis, 2 anecdotes assez drôles. Elle a donné des cours particuliers à la fille du directeur de Centrale Lille de l'époque. Donc, c'était qui? Emmanuel Duflot. Exactement. Et puis, elle a validé son défi personnel en faisant de la manucure et du nail art. Alors, les 2 autres, là, Juliette et Patricia, n'ont pas connu cette histoire de défi. Voilà, donc visiblement, ce défi personnel, on peut en faire vraiment quelque chose de personnel. Et donc, Exactement. Gabrielle a fait une spécialisation en data et architecture d'entreprise et en gestion de projet à l'école. Et maintenant, elle est urbaniste et architecte d'entreprise dans l'IT chez Sopra Steria Annecy. Donc, elle va aussi nous en dire plus tout à l'heure. Voilà, à vous la parole. Ok, donc c'est moi qui commence, si j'ai bien compris. Bonjour à tous. Je vois pas du tout combien il y a de personnes, donc je sais pas à combien de personnes je parle. Mais c'est pas grave. Donc je suis dans ma voiture, je vous prie de m'excuser pour ça. Il y en a 12. Ok, très bien. Enchantée tout le monde. Donc comme je disais, je suis dans ma voiture via mon téléphone. Donc en revanche, moi je suis pas chez Airbus, donc la présentation de la société, c'est pas pour tout de suite. Ça, ce sera pour la suivante. Moi, comme Geneviève l'a dit, j'étais à la promo 99. À mon époque, il y avait 7% de filles et donc 14 filles, puisqu'on était 200, qui toutes étaient dans des associations. Suite à mon stage de fin d'études, je suis partie chez Toyota en Belgique, où j'étais responsable du suivi de fournisseurs. Et donc, en gros, c'était accompagner les fournisseurs et leur apprendre les méthodes Toyota en termes de qualité, logistique, etc. Et s'assurer qu'ils sachent produire dans la bonne qualité, dans la bonne quantité pour faire des pièces pour les envoyer dans les usines Toyota en Europe. Et en fait, j'étais la première femme ingénieure à être embauchée chez Toyota Europe et les ressources humaines étaient très fiers de ça. J'étais très contente d'avoir enfin une femme. Après, il y en a eu d'autres, heureusement. Donc ça, c'était agréable. Après 4 ans chez Toyota, il y a une joint venture qui s'est créée entre PSA, qui est maintenant Stellantis, et Toyota pour créer une usine en République tchèque. Et cette usine devait faire la Ego, la C1 et la 107 à l'époque. Et donc, moi, je voulais absolument travailler sur ce projet qui était une joint venture, mais ce n'était pas possible du côté Toyota. Et j'ai donc été approchée par PSA, qui
qui pouvaient, qui cherchaient des gens pour être chef de projet achat. Et donc j'ai postulé de ce côté-là, vu que chez Toyota, c'était pas possible. Donc, j'ai démissionné de Toyota pour aller chez PSA et devenir responsable achat d'un certain nombre de pièces pour ces véhicules-là du côté PSA. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans et c'était super enrichissant puisque c'était une joint venture. Donc, il y avait des personnes de Toyota, des personnes de PSA qui travaillaient ensemble pour un projet en République tchèque. Donc, on a vraiment vu l'entreprise, l'usine se construire et participer à tout ça. Donc, moi, j'étais responsable des pièces châssis. Et grâce à ça, j'ai pu voyager énormément et aller 8 fois au Japon, puisque les premiers essais se faisaient là-bas. Donc, hyper enrichissant de ce côté-là. Puis après ce projet-là, je suis restée 1 an chez PSA en tant qu'assistante management qualité sur le projet du C3 à l'époque. Et finalement, la découverte du PSA 100% m'a pas forcément plu, donc j'ai quitté PSA. Et comme quand j'étais partie de chez Toyota, on m'avait dit tu reviens quand tu veux, bah, je suis retournée chez Toyota, où je suis retournée dans un département qui gérait là, par contre, les fournisseurs stratégiques. Le but de Toyota étant d'avoir beaucoup plus de relations stratégiques avec les grands fournisseurs européens tels que Bosch, Benteler, Continental, etc. Et donc d'avoir des relations privilégiées avec eux et de leur donner des projets hyper stratégiques à développer. Et donc là, il y avait des relations très intenses qui, en fait, me permettaient de travailler. Enfin, j'étais toutes les semaines chez les fournisseurs. Et en fait, j'étais un peu le lien entre eux et Toyota pour leur apprendre à vraiment travailler avec Toyota, à adopter les bonnes pratiques et aussi comprendre ce que les Japonais voulaient d'eux, ce qui n'était pas forcément évident pour des Allemands ou voilà, principalement des Allemands à l'époque. Ensuite, je suis tombée enceinte. Et comme j'avais pas énormément de postes intéressants chez Toyota, qui n'avaient pas beaucoup de déplacements, tous les postes chez Toyota avaient au moins 3 jours de déplacement par semaine en Europe. J'étais ouverte à d'autres possibilités et j'ai un ancien collègue qui travaillait chez Audi qui m'a contactée et qui m'a proposé d'aller travailler chez Audi, donc dans l'usine d'Audi qui était à Forêt, qui vient de fermer malheureusement. Et donc, je suis rentrée chez Audi où là, j'étais responsable de tout ce qui est Audi Production System, donc la mise en place de tout le système de production Audi dans l'usine de Bruxelles. Et là, bah, j'étais la seule femme du management pendant plusieurs années. Il y avait 50 managers et top managers, et donc la seule femme. Et en fait, j'ai fait partie de 2 minorités, à la fois la minorité femme et la minorité francophone. Parce qu'en Belgique, comme vous savez, il y a plusieurs langues. Enfin, il y en a au moins 2 grandes et l'allemand aussi pour une petite partie. Et dans cette usine, une usine Audi à Bruxelles, dans tous les managers, il y avait 30% d'Allemands, presque 70% de Flamands et quelques francophones, dont moi. Donc j'étais un petit peu le quota femme et francophone à la fois. Donc j'ai fait ça pendant 8 ans et à la fin, au bout de 8 ans, je passais en logistique. Où là, j'étais responsable de tout ce qui était approvisionnement des fournisseurs et de l'approvisionnement de l'usine. Et puis, en 2022, j'ai décidé de changer de vie et je suis partie dans le conseil. Donc, c'est ce que je fais maintenant chez Efeso. Et donc, maintenant, donc, je suis experte en tout ce qui est excellence opérationnelle. Ce qui veut dire qu'en fait, on accompagne des clients industriels dans le monde entier, donc moi principalement en Europe, ça peut être la mise en place de leur excellence opérationnelle,
Ça peut être l'amélioration de leur performance, à la fois, ça peut être performance énergétique ou performance qualité, etc. Ou des formations comme du Lean Six Sigma, etc. Donc, c'est assez large. Moi, c'est ce que je fais, mais l'entreprise Efeso fait beaucoup plus que ça. C'est de l'accompagnement dans la transformation, dans l'acquisition, par exemple, d'autres entreprises et la fusion et l'intégration d'autres entreprises, ce genre de choses. Voilà, ça c'est en gros mon parcours. Maintenant, sur le thème sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc étant une femme, maintenant j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants, donc il y a eu toute une partie de ma carrière où les enfants étaient encore en bas âge. Bon, maintenant ils ont 12 et 15 ans, donc c'est encore, il faut encore gérer, faire le taxi, etc. Mais donc voilà, il y a toute la partie gestion charge mentale de la maison, charge mentale de l'usine à l'époque quand j'étais à l'usine et que surtout en logistique où je devais gérer également le week-end s'il y avait des problèmes et qu'on risquait d'arrêter la ligne. Donc voilà, il y a toute une partie qui est finalement inconnue par le reste du management de l'usine. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans l'industrie, au moins l'industrie métallurgique ou l'industrie automobile, où il y a très peu de femmes en management. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer, sachant que moi, j'avais de la chance. J'avais un compagnon qui était hyper flexible et hyper présent. Et par exemple, quand il y avait un enfant qui était malade, ben c'est lui qui restait pour la plupart du temps pour le garder. Mais j'ai quand même eu des remarques de mon management à l'époque si je devais garder mon enfant parce qu'il était malade ou mon management me demandait mais pourquoi c'est toi qui dois le garder, pas ton mari. Et quand je leur répondais que bah, en fait 80% du temps c'était mon mari qui les gardait et que là une fois c'était moi qui devais le faire, là forcément ça leur clouait un peu le bec. Mais voilà, ça c'est vraiment une des thématiques qui est compliquée à gérer. Maintenant, il y a aussi toute la partie que j'ai connue euh, chez Audi, par exemple, ou Volkswagen, ou par exemple pour pouvoir grandir dans l'entreprise ou passer des échelons de niveau de management pour arriver directeur, etc. Il y avait certaines conditions qui devaient être remplies. Une des conditions étant de faire 3 ans en expatriation. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est en partie discriminant pour les femmes, puisque c'est souvent plus facile pour un homme de partir en expatriation s'il a une femme. La plupart du temps, tous les hommes que je voyais partir en expatriation, la femme les accompagnait et ils disaient bon, on va en profiter, on va faire un enfant et puis c'est plus simple. Ou alors la femme a un salaire moins élevé, donc elle peut mettre entre parenthèses son travail pendant quelques années, etc. Tandis que moi, quand on m'a proposé une expatriation, il a fallu voir avec mon compagnon est-ce que c'est possible pour lui, etc. Et la plupart du temps, c'était beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, il y a ce genre de règles qui sont mises parfois dans certaines entreprises qui ne prennent pas en compte finalement les spécificités des personnes, quoi. Ça peut être un, un problème. Euh, Ce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, et ça je pense que c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de femmes, c'est que il y a, les femmes ont souvent le syndrome de l'imposteur et n'osent pas forcément aller négocier une augmentation ou négocier un poste, euh, ce genre de choses. Euh, et, et je pense qu'une partie des différences de salaire se joue aussi là,
Un exemple tout bête qui me concerne, c'est que quand on m'a proposé le poste en logistique, c'était clairement un poste avec plus de responsabilités de ce que j'avais avant. Mais j'ai pas demandé ce poste. On est venu me chercher, ce qui est une certaine reconnaissance. On est venu me chercher en me disant, on pense que tu es la meilleure pour le faire. Mais j'ai même pas pensé à aller dire, oui, mais dans ce cas-là, je voudrais avoir ça, ça, ça. C'est un de mes ex-collaborateurs qui m'a fait la remarque, qui m'a dit, mais au moins, tu as pu négocier quelque chose. Et j'ai dit, ah ben non. Et qui m'a dit, bon, bah, il faudrait peut-être que tu ailles négocier après. Bon, forcément, c'était un peu tard, donc je n'avais plus forcément les billes pour pouvoir négocier. Mais je pense que ce genre de choses où les femmes devraient être un peu plus... devraient avoir plus de support, au moins au long de leur carrière, pour apprendre à faire ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu régulièrement dans les entreprises, c'est que voilà, les femmes ne vont pas être celles qui vont aller chercher, euh, pousser pour avoir un poste, parce qu'elles vont d'abord attendre d'être sûres d'avoir toutes les qualifications nécessaires et de cocher toutes les cases, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin et qu'on peut aussi apprendre et s'améliorer sur le terrain. Moi, finalement, je suis allée en logistique. On m'aurait pas demandé, j'aurais jamais pensé y aller. Et j'ai appris énormément de choses, mais j'ai eu le droit à avoir de l'aide pour apprendre et m'adapter. Et finalement, tout le monde était content et j'ai apporté de très bons résultats dans ce département. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi au niveau des femmes, c'est de ne pas se sous-estimer et d'essayer d'aller plus de soi-même vers les différents défis qui peuvent s'ouvrir à nous. Maintenant, je pense il y a aussi des points positifs. Moi, j'ai vu les points positifs à être une femme dans mon poste souvent. C'est que bah, quand on n'est pas nombreuse dans un milieu où on n'a que 5% de femmes, ce qui était le cas chez Audi par exemple, bah, au moins on se souvient de vous. Bon, il faut après s'assurer que ce soit dans le positif. Mais ça, c'est au moins une chose qui peut être agréable, c'est que au moins on se souvient de vous. Euh, il y a différentes choses aussi. Moi, quand j'étais chez Toyota, on m'a dit, voilà, tu vas travailler avec des Japonais. Les Japonais ne- n'ont aucune considération pour les femmes. Il n'y a qu'à voir la, euh, la condition de la femme au Japon, etc., etc. Et en fait, la femme européenne pour un Japonais fait un peu peur. Donc, c'était un peu aussi un avantage pour moi, c'est que j'ai eu un respect directement de tous mes collaborateurs, tous mes collègues et mes supérieurs japonais. C'est qu'en fait, ils ne m'ont pas considérée comme une femme. Bon, il y a des misogynes partout, évidemment, mais il n'y en avait pas plus dans la population japonaise que j'ai côtoyée chez Toyota que dans la population européenne. Et, euh, et ils m'ont considérée comme un ingénieur et pas comme une femme en premier, quoi. Donc là, de ce côté-là, j'ai jamais eu aucun problème avec, enfin, peut-être avec une personne, mais bon, encore une fois, il y avait un misogyne peut-être dans tout le lot. Mais autant moi que mes collègues féminines, de ce côté-là, il y avait un respect à partir du moment où le travail était fait, correctement fait, etc. Euh, il y a, le respect est là et il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, nous, ce qu'on a mis en place chez Audi dans l'usine, ce sont des cellules ou des groupes d'écoute et d'entraide. Ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes, mais pas seulement enfin, pas managers, mais les femmes opératrices sur le terrain, avaient des problèmes d'harcèlement, ou de se faire siffler régulièrement quand on passe dans l'usine. Pour celles qui étaient chefs d'équipe euh, il y avait parfois un refus d'autorité de la part des hommes qui étaient dans leurs équipes, etc. Donc là, on a mis en place des cellules, des personnes de confiance pour pouvoir déjà recueillir la parole de ces personnes, pour pouvoir essayer de les conseiller,
et pouvoir mettre en place les aides nécessaires, ou voir les sanctions, le cas échéant, quand il y avait harcèlement ou refus d'autorité. Ça c'est quelque chose qui est important, c'est de regarder aussi ce qui se passe autour et pas juste dans son propre domaine, parce que parfois il y a des femmes qui sont encore plus isolées dans l'entreprise et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc, ça pour moi c'était très important, en tout cas chez Audi. Ce qu'on a aussi fait, c'est on avait des groupes d'élèves d'école, des écolières, qui venaient pour une journée dans l'entreprise. Donc, pour pouvoir aussi leur montrer les exemples, ou avoir des modèles aussi de femmes qui avaient des postes intéressants dans une usine automobile. Euh, voilà, différentes choses comme ça. Euh, je sais pas où j'en suis au niveau du temps, et j'aime pas trop faire des À mon monologues. avis, Donc, largement dépassé, je Oui, pense. ok, mais il il fallait reste, me le dire parce que moi je vois rien. Donc, il reste 6 minutes pour les questions. ok, ça marche. Je sais pas s'il y en a. On passe aux questions. Donc, je rappelle pour tout le monde à poser vos questions dans le chat et on va les reformuler. Euh, Moi, je voudrais, par rapport à ton parcours, là, tu as tourné dans différents pays, tu viens d'en parler un petit peu pour le Japon, tu vois des différences culturelles selon les pays par rapport à justement les femmes ingénieurs, femmes dans l'entreprise? Euh, moi, j'avoue que, comme je disais, il y a des misogynes partout, et j'ai pas vu forcément par rapport à moi, en tout cas, suivant les personnes qui me parlaient, je pense que c'était pas forcément à cause de leur pays qui s'adressaient à moi d'une façon ou d'une autre, mais peut-être plus par rapport à leur expérience passée. Là, j'en ai pas parlé, mais j'ai donné une formation au Lean Six Sigma au mois de juillet au Sultanat d'Oman, avec des personnes qui sont arrivées, qui étaient en tenue traditionnelle et qui allaient faire la prière 5 fois par jour, etc. Il n'y a eu aucun problème, malgré le fait que ce soit des musulmans pratiquants, et certains avaient même 2 femmes, etc. Voilà, enfin, il y a eu aucun souci au niveau professionnel de ce côté-là, et respect de moi en tant que formatrice qui leur disait quoi faire, etc. Pour les Japonais, pareil, aucun souci. Maintenant, je voyais la différence euh, entre la façon dont moi j'étais traitée et la façon dont les Japonaises au Japon étaient traitées. Et là, c'était flagrant, où Ouais. il y avait quasiment pas de manager, quasiment pas de... Enfin, il y avait une ingénieure dans tout ce que je voyais. Et les femmes là-bas étaient, à partir de 30 ans, si, il fallait qu'elles soient mariées, qu'elles s'occupent des enfants et qu'elles arrêtent de travailler. Enfin bon, ça c'était il y a 15-20 ans, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Euh, et puis elles revenaient travailler peut-être une fois que les enfants étaient grands, mais elles avaient évidemment des salaires beaucoup plus bas et des postes beaucoup moins intéressants. Moi, je voulais savoir si tu as l'impression que les mentalités ont changé depuis que tu as commencé. Alors, moi j'ai l'impression que les générations, les nouveaux managers, oui. Moi, j'ai vu une grosse différence chez Audi entre certains managers, des vieux de la vieille, qui étaient hyper toxiques, hyper misogynes, etc. Et la nouvelle génération qui aussi sont des papas, qui veulent aussi avoir leur place de papa dans leur maison, et qui comprennent de mieux en mieux ce problème de qualité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et donc qui intègrent beaucoup plus ça aussi dans leur façon de manager, ça c'est clair. Une question de Constantin, est-ce que tu as toujours été attiré par le management dès l'école en particulier, ou est-ce que c'est venu plus tard? Euh, oui, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément de faire. J'avoue que c'est venu par opportunité.
parce que, allez, moi j'aimais bien organiser les choses quand j'étais dans les associations, etc. J'aimais bien organiser les choses, mais bon, j'avais pas en tête, je veux être manager absolument d'une équipe. C'est venu par opportunité, et puis j'étais agréablement surprise par cette fonction. Et petite anecdote, quand je suis partie de chez Audi, j'avais le responsable des syndicats qui est venu me voir en me disant: «Oh là là, t'es la meilleure manager, on est on n'est pas content que tu t'en ailles». Bon, je sais pas si c'est un compliment ou pas venant d'un syndicat, j'imagine que oui. Mais j'ai eu, moi, en tout cas, chez Audi, où il y avait énormément de management toxique, j'ai essayé de faire changer les choses de l'intérieur. Bon, ben, j'ai pas réussi, c'est pour ça que je suis partie. Mais en tout cas, moi, j'avais énormément de retours positifs de mes équipes et bon, c'est une grande fierté, en tout cas, de ce côté-là. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a le temps pour une question encore. Tu as parlé des difficultés de combiner vie pro et vie professionnelle et vie perso. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des conflits à ce niveau-là et qu'il a fallu faire des choix Ah oui, tout le temps. Chez Audi, principalement, vu que c'est là où j'avais le plus de travail et il m'est arrivé de devoir choisir le travail sur la vie de famille. Donc ça a créé des conflits aussi à la maison. Et donc, c'est à partir du moment où je commençais à avoir des conflits à cause du travail à la maison, où j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, bon, il va falloir commencer à réfléchir, à revoir les choses. Et maintenant, je suis beaucoup plus stricte par rapport à ça, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon travail et de ma famille, de dire, voilà, maintenant, je mets des règles. Le week-end, j'essaie de ne pas travailler. Si je m'engage pour faire le taxi pour mes enfants ou aller voir mes enfants dans une compétition, etc., je dois y aller. Donc, j'ai commencé à switcher à un moment et à dire, non, c'est pas possible, je manque des moments clés de la vie de mes enfants et ça c'est pas acceptable, quoi. Donc, ouais. Merci Patricia, on est arrivé au bout. Merci beaucoup. Voilà, Patricia, pour ton information, là, on a en ligne également Nicolas Patou, qui a fait toute sa première moitié de carrière dans les achats, promotion 2003. Donc, des points communs. Et je note également tes compétences en achat. Nicolas intervient régulièrement pour aider les associations étudiantes sur des questions d'achat. Le cas échéant, on fera appel à toi également. Ouais, j'étais achat projet, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, mais quand même. Très bien. Alors, Avec plaisir. je vais. Je les ai pas mis dans l'ordre, donc désolé. Juliette, Oui, allez, c'est bon tour. Alors oui, si tu veux bien, donc passer, oui, la suivante, très bien. voilà. Voilà, celle-là, parfait. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, déjà puisque vous allez voir, moi j'ai beaucoup moins changé d'entreprise que Patricia, je suis mono compagnie, full Airbus depuis le début. Par contre, je suis pas dans la partie la plus connue en ce moment, qui est celle des avions, mais dans celle des hélicoptères. Donc, je voulais juste vous montrer cette image qui est assez sympa, qui représente en fait la variété d'activités qu'il y a chez Airbus. On n'a pas que les avions de ligne, comme on voit la 350 au milieu, mais on a aussi l'Eurofighter sur la partie militaire. On a énormément d'activités hélicoptères, on va en parler. Et la 400M aussi pour la partie militaire qui est regroupée dans la division Defense and Space. Bon, c'est peut-être entendu, il y a des erreurs côté Airbus, mais les piliers de l'entreprise sont. Voilà, dans la slide d'après, aussi pour vous donner une petite aperçu culture hélico, parce que je sais que c'est moins connu que la partie avion. Ça, c'est l'ensemble de la gamme qui est produite par Airbus Hélicoptère, donc avec du plus petit au plus grand sur des activités civiles et militaires. Et on est en train de développer beaucoup tout ce qu'on appelle l'Uncrew Aerial System, donc tout ce qui est drone et hélicoptère sans pilote.
qui sont les attentes aujourd'hui du marché militaire, hein, notamment sur la coopération entre hélicoptères et drones. Donc, on a toute une gamme qui naît et qui est en train de beaucoup se développer. Et on a aussi tout un certain nombre de prototypes, puisque l'hélicoptère est une machine sur laquelle on peut faire plein de choses et développer plein d'idées. Donc, voilà, l'entreprise a une grosse partie innovation. Sur les slides d'après, on va passer aussi un peu rapidement, mais c'est pour vous montrer, en fait, par rapport aux avions qui ont une mission assez commune en général sur le transport de passagers ou de fret. En fait, les hélicoptères font plein de choses et c'est ça qui rend le produit passionnant à fabriquer, à développer. C'est que, alors là, on voit tout ce qui est activité civile, on est sur du secours aux personnes, transport de personnes en hôpitaux, extinction d'incendies, recherche de personnes en montagne, en mer, n'importe où. On est sur du déplacement aussi de VIP, sur du transport de personnes sur les plateformes offshore. Ça, c'est une grosse activité. Sur tout ce qui va être travaux aériens, déforestation, implantation de piliers sur les montagnes, n'importe quoi. Et contrôle de frontières aussi, s'il y a beaucoup de services, ce qu'on appelle services publics. Et sur le slide d'après, on voit tout ce qui est militaire. Où là, en fait, il y a sur l'ensemble de la gamme, il y en a des hélicoptères qui sont plus dans la protection, d'autres qui sont vraiment sur l'attaque, que ce soit pour les armées de terre, les armées de mer, les armées de l'air. En fait, elles ont toutes leur gamme d'hélicoptères. Donc, on a des appareils multimissions qui s'adaptent aux besoins militaires des armées à travers le monde. Donc, voilà, plein d'optionnels. Et techniquement, ce sont des vrais challenges. Et le dernier slide, ça parle justement un peu plus de tout ce qui est drone, marché de demain, où l'enjeu est crucial pour Airbus Hélicoptère de se positionner. Et aujourd'hui, encore, on accueillait des militaires sur le site il y a quelques semaines. Leur demande, c'est connexion drone-hélico. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a des vraies perspectives d'avenir sur toute cette activité-là. Voilà, pour vous donner un peu de contexte. Et la page d'après donc, est plus personnelle. Donc, ça résume un peu mon parcours. Moi, j'ai 37 ans, donc j'ai fait effectivement Centrale Lille. Alors, je suis sortie en 2012 avec un double diplôme à la Schema Business School. Je ne sais pas si c'est toujours en vigueur aujourd'hui, mais en tout cas, on avait cette possibilité-là à l'époque. Et après quelques stages, en fait, moi, j'ai fait mon premier stage en première année chez Airbus en Picardie, à l'époque, dans une usine à Méholt, où j'ai eu le coup de cœur pour l'industrie et pour l'aéro. Donc, ce que j'ai combiné après tout au long de mon parcours, j'ai confirmé ça avec des stages pendant mes études. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer directement Airbus à la sortie de Centrale par un gradué de programme. Ça aussi, si vous avez l'opportunité, je m'adresse aux étudiants, je recommande chaudement. C'est une possibilité qu'offrent les grandes entreprises d'entrer avec un programme d'accompagnement. Donc, on signe un CDI, mais pendant, alors une durée qui peut être variable, moi c'était 2 ans, on est accompagné avec du mentorat, des formations complémentaires. On a toute une communauté à travers le groupe et le monde où on se retrouve régulièrement pour des séminaires, des travaux d'équipe, etc. en parallèle de notre job et c'est une super formation. Et en fait, donc j'ai fait ça pendant les 2 ans où j'étais chez Airbus à Toulouse. J'ai eu la chance de travailler sur le démarrage de l'A350. À l'époque, on avait les premiers prototypes dans l'usine. J'étais en bordure de piste quand il y a eu le tout premier vol, tout premier décollage de l'appareil. Et en fait, moi, je m'occupais de tout ce qui était logistique, approvisionnement et flux de pièces jusqu'aux différentes chaînes d'assemblage qu'on avait sur le site. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans et en fait, le gradué de programme forçait à faire une mobilité au sein du groupe au bout des 2 ans pour aller voir autre chose. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Hélico alors que c'était pas du tout ce à quoi je me prédestinais. Mais en tout cas, aujourd'hui, je regrette pas du tout. Et j'ai rejoint la ligne du Super Puma. Donc, le Super Puma, c'est un appareil lourd ici, comme c'est la deuxième image qu'on voit, l'appareil rouge-orangé, qui fait du civil, du militaire. En fait, c'est ce qu'on appelle le cache-co, la vache à lait de l'entreprise, qui aujourd'hui est très apprécié des clients et qui est personnalisé au maximum pour convenir à tout le monde. Donc, c'est un appareil qui est passionnant techniquement. J'ai travaillé pendant 4 ans en support à la production sur de l'industrialisation de la chaîne, sur la mise au point d'optionnels et de développement militaire sur des appareils qui détenaient des gros contrats de relance des produits.
Donc, moi, je cherchais à faire de la production. Donc, en fait, j'ai cherché toujours à avoir des projets le plus possible proches, enfin, immergés dans les ateliers, le plus possible en interaction avec les activités de production pure. Et donc là, j'ai été servie pendant 4 ans. Et ça a été en fait la passerelle pour les 4 années suivantes où on m'a donné la chance d'avoir un poste de responsable de production sur la ligne d'assemblage du Super Puma qui redémarrait. Donc à l'époque, on avait un petit creux, c'était un accident un peu compliqué. Et en fait, là, le marché reprenait, on redémarrait. Donc on a eu une énorme montée en cadence, un redimensionnement des équipes à toute vitesse. Et donc, je me suis retrouvée à faire mes premières armes de management sur une équipe qui est montée à 150 personnes, où c'était quand même un certain pari, avec un niveau de management intermédiaire entre deux. Donc, manager des managers, en soi, c'est encore une difficulté supplémentaire pour réussir voilà, à passer des messages, mais une expérience humaine qui transforme, qui fait beaucoup se remettre en question, et comme disait Patricia, qui est remplie aussi de fierté, de difficultés, d'échecs, de succès et de fierté, en tout cas, de liens humains qui restent après. Voilà pour la partie production. Et puis après ça, j'ai pris un peu de recul avec les activités pure opérationnelles. J'ai voulu prendre un peu de hauteur. Et en fait, je suis partie dans le centre qui s'occupe de toutes les activités mécaniques pour Airbus Hélicoptère, qui est sur le site, hein, dans l'usine. On fait de la fabrication de pièces élémentaires, l'assemblage d'ensembles mécaniques, de la maintenance, de la réparation. Et donc, j'ai pris le poste de bras droit de la personne qui était en charge de toute cette activité-là. Qui a permis voilà, de voir plus une dimension stratégique, communication, ouverture sur l'écosystème autour de l'entreprise, qui m'a apporté une vision complémentaire de celle opérationnelle. Et puis là maintenant, je suis sur le dernier né de la gamme, le H160, nouveau produit où j'accompagne justement tout le développement, la montée en cadence. Je travaille sur la définition de la stratégie, de la politique produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cet hélicoptère demain? Quel marché on vise? Qu'est-ce qu'on veut mettre dessus? Comment on va financer? Comment aussi on assure une meilleure satisfaction client? Voilà, pour continuer à engranger des commandes. Comment on va aussi travailler sur tout ce qui est données connectées avec nos clients parce que c'est une grosse demande. Bon, il y a plein de projets qui sont là pour soutenir. Donc, voilà. Je démarre tout juste, hein, j'ai démarré en septembre. Donc, en fait, je suis en train de construire ma propre feuille de route. Il y a un beau menu et en tout cas, c'est un produit qui est super. Moi, je découvre aussi l'hélicoptère H160. Si vous avez l'occasion pour un stage ou quoi, venez voir, c'est super. Bon, donc ça, c'est voilà, pour la partie parcours. Si on en revient à la thématique phare, moi, dans les messages que je voudrais faire passer, c'est en tant que femme, il faut vraiment penser si vous voulez faire de l'industrie. Au moins, allez voir parce que ça peut paraître de l'extérieur peut-être un peu difficile, un peu loin, un peu spécial, mais en fait, c'est un milieu qui est très, très, très ouvert, qui est très riche humainement. Surtout les milieux de la production, tout le monde y trouve sa place. Et donc, comme disait Patricia, en tant que femme, on n'est pas nombreuses et en fait, on est vite connues. Nous, on nous appelle par nos prénoms, alors que les hommes, on les appelle par leur nom de famille. En fait, c'est un détail, mais en fait, ça fait beaucoup de différence. Il y a toujours un peu quelques détracteurs qui vont moins prendre en considération la vie d'une femme. Oui, c'est vrai, mais à côté de ça, il y en a énormément qui sont des vrais sponsors, qui poussent. Moi, j'ai eu dans mes équipes des personnes qui ont voulu être dans mon équipe parce qu'ils disaient je veux accompagner la première femme qui fait ce travail-là sur l'usine. Et en fait, ce qui est important, et encore peut-être plus que, enfin, une fois qu'on y est allé, c'est de rester soi-même. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise à travers mes différentes expériences. Et quand je dis rester soi-même, en fait, c'est rester soi-même en tant que femme. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de chercher à être comme un homme, en fait, parce qu'on est dans l'industrie. Et moi, on m'a souvent dit, mais ce qui est bien, c'est que voilà, tu es une femme, tu es entourée d'hommes, mais en fait, tu es restée femme avec tes qualités de femme aussi. Le manager qui m'avait recruté en tant que responsable de production m'a dit au bout d'un an, il m'a dit, tu sais, j'avais quand même fait un peu un pari parce que voilà, tu es une femme, tu étais jeune, j'avais pas 30 ans, t'as pas d'expérience en management, je sais pas trop ce que ça va donner. Et en fait,
as appliqué ton propre style de management, comme on dit l'expression, hein, une main ferme dans un gant de velours, et en fait, ça marche. Donc, voilà, l'important, c'est de trouver son style au niveau du management et d'y rester fidèle. Parce que les rares fois où j'ai été influencée, en fait, ça a été des cul-de-sac et je ne me suis pas du tout retrouvée. Donc, voilà, de rester fidèle à ses méthodes et à son envie et à la vision qu'on a du management. Comme disait Patricia, il y a besoin aussi d'apporter un management qui soit de plus en plus bienveillant. Et ça nécessite de l'énergie et parfois on rencontre quelques obstacles, mais quand c'est ce qu'on a envie de faire, voilà, il faut y aller à fond. Dans les messages aussi, alors, pareil, hein, je vois qu'on est un peu alignés. Moi, j'ai eu des difficultés. Alors, donc, je suis maman d'une petite fille qui a 9 mois. Donc, c'est assez frais pour moi, le retour au travail. Et en fait, j'avais décidé de changer de poste pendant mon congé maternité. Et en fait, j'ai été, pour être honnête, assez déçue par l'attitude de l'entreprise où j'ai un bon réseau chez Airbus Hélico, donc j'ai eu plein de propositions de postes, ça c'était super. Par contre, il n'y a pas une seule personne qui m'a proposé un poste sans me dire, vu ta situation, ce serait bien pour toi. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué comme phrase parce que j'ai trouvé qu'il y avait une ingérence dans ma vie personnelle et une prise de position de gens qui pensaient que j'avais des besoins ou des envies parce que j'étais maman. Et ça, je trouve que c'est pas correct. Et ça, c'est un message pour les femmes et pour les hommes. Attention à ce genre de comportement. Parce que malgré tout les beaux discours qu'il y a dans l'entreprise, quand on entend ça, c'est qu'il y a vraiment encore une grosse discrimination. Et quand on m'a demandé si est-ce que je garantissais que c'était mon conjoint qui gérerait les enfants quand ils étaient malades parce que c'était la seule condition pour me donner un poste, ça aussi c'est encore choquant. Donc il y a du travail à faire là-dessus. C'est pas pour autant qu'il faut pas y aller, hein. Il faut y aller. J'ai eu des super opportunités malgré tout. Enfin, dans le cadre de cette maternité, je veux dire. Et de manière générale, être une femme aujourd'hui, c'est quand même une aide dans une carrière dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent et qui ont envie de faire avancer les femmes et de leur faire occuper des postes de management. Voilà, mais effectivement, tout n'est pas rose non plus, il faut s'y préparer et c'est important d'en avoir conscience et que tout le monde aussi en ait conscience pour œuvrer dans la bonne direction. Et un dernier message aussi à destination des femmes qui se lancent, c'est de ne pas sous-estimer l'impact en fait que ça a sur les autres femmes. Et ça, c'est important aussi parce qu'en fait, on s'en rend pas compte et moi, je ne me rendais pas compte. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai eu des retours comme ça de femmes qui m'avaient dit, mais en fait, tu te rends pas compte d'avoir eu une femme à un poste de management de production, d'avoir vu des équipes qui te suivaient. On s'est dit, c'est possible. Dans les femmes que j'ai eues dans mes équipes aussi, ils me disaient, mais en fait, moi, je veux tout donner parce que voilà, je veux montrer qu'on y arrive, qu'on est si bonne que les autres. Enfin, ça crée une dynamique, en fait, et même si on peut se poser des questions, se dire, ouais, bon, on n'y va pas. En fait, il faut y aller parce qu'on le fait pour soi, on le fait pour les autres, on le fait pour tout le monde. Et voilà. Et en fait, l'évolution des mentalités, elle passe aussi par la manière dont la communauté féminine va se comporter, va accepter les challenges, va accepter les risques parce qu'en fait, on y arrive aussi bien que tout le monde, évidemment. Et il ne faut pas douter de ça, même si on a un peu plus tendance à se remettre en question apparemment que la jante masculine. Voilà, j'ai fait le tour des messages que je voulais passer sur cette thématique et s'il y a des questions. Merci beaucoup, Juliette. Je rebondis sur le dernier point que tu viens d'évoquer, le témoignage pour montrer c'est possible. Alors, c'est vrai, au sein d'une entreprise, l'exemple que tu viens de donner, mais c'est, je pense, encore plus vrai comme professionnel par rapport aux étudiantes, d'une part, et également, surtout, par rapport aux lycéennes. Il y a de tels freins sociologiques, culturels, etc., que beaucoup de filles se bloquent. On en parlait un petit peu hier soir en préparant. Et hésitent de partir dans des carrières techniques, des métiers d'ingénieur, etc. Et leur montrer que c'est possible, qu'il y a moyen de s'éclater. Je traduis ce que tu viens de dire autrement.
dans une vie professionnelle, ça c'est important. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai qu'il y a des associations qui encouragent ça. Moi, j'étais intervenue pareil devant des lycéennes en entreprise parce qu'il faut semer la graine tôt, en fait, effectivement, pour déjà s'orienter dans cette voie-là. Et c'est vrai que quand on dit industrie, en fait, il y a tous les métiers. C'est pas forcément du technique, c'est pas on va pas demander à tous de travailler sur du matériau et de mettre, de mettre un bleu de travail, même si je me souviens des TP organisés dans la filière de Geneviève où on mettait les bleus de travail pour aller souder. Ouais, j'ai trouvé ça super pour comprendre quel était le métier. Mais en fait, il y a de tout et on a besoin de toutes les compétences. Et voilà, effectivement, chacun y trouve sa place, vraiment. Donc, oui. Moi, je Il y a une voudrais question. rebondir sur ce Pardon. que tu Vas-y. disais, il faut rester soi-même, il ne faut pas essayer de changer sa personnalité. Je pense que ça, c'est important parce que euh, on peut imaginer qu'il faut s'endurcir, il faut se montrer distante, il faut se montrer froide pour se faire respecter. Et toi, avec ta petite voix, tu n'as pas eu de problème pour t'imposer, même en tant que responsable de production. Non, 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 pas du tout. Et en fait, même au-delà hein, de la thématique féminine, aujourd'hui, ce que les RH poussent au sein des managers, c'est l'authenticité, c'est la vulnérabilité, c'est le partage de ses points faibles. En fait, on cherche plus des managers qui font peur, des managers qui sont distants, des managers qui impressionnent parce qu'ils font peur. On cherche des gens qui inspirent, des gens qui sont vrais et des gens dans lesquels on se reconnaît et qui vont être capables aussi d'exprimer les émotions avec des points forts et des points faibles. Donc ça, il n'y a pas... Ça, c'est effectivement en restant soi-même, en fait. Je pense que c'est là qu'on est le plus efficace, si je peux dire ça, parce qu'on s'accroche à ses valeurs et on suit le cap. Et en fait, finalement, quand on reste soi-même, peu importe les traits de caractère qu'on a et qu'on met en avant, on communique une ligne de conduite qui est claire à ces équipes. Ils savent qui on est, ils savent où on va. Et en fait, ça donne confiance aussi et ça aide à suivre. Et je voulais dire un complément et je sais plus. Ah oui, j'ai des problèmes à se faire respecter. Non, et en fait, alors, je pense que le management de production ne va pas venir effectivement d'être un homme ou d'être une femme. C'est des compétences qui sont différentes. Et par exemple, mon manager m'a toujours dit le plus important pour un manager de production, c'est de décider. Donc ça, oui, en fait, il y a des choses comme ça, mais peu importe la décision qu'on prend, il faut décider et derrière, il faut tenir le cap. Et c'est ça qui fait qu'on nous suit, en fait, plus que la fermeté. Il y a une question de Sadoun, mais je vais lui demander de préciser parce que je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Durant ton programme, as-tu eu l'occasion de réaliser plusieurs rotations? Et si oui, quelle est celle qui t'a le plus marqué, à la fois sur le plan technique et sur le plan personnel? Alors, À moins que ça soit clair pour toi, mais oui, oui, j'ai compris la question et enfin, je pense, et je peux la traduire. En fait, je pense qu'il est question là du programme, du graduate programme dont je parlais au début, parce qu'effectivement, suivant les entreprises et suivant les périodes, il y a différents formats et il y en a plusieurs qui offrent des alternances de postes qu'on appelle des rotations. Donc, si admettons le programme est sur une durée de 2 mois, de 2 ans, pardon, il va y avoir un changement de poste tous les 6 mois ou un changement de poste, voilà, un an, un an. En fait, le format auquel j'ai participé, moi, n'avait pas ces rotations-là parce qu'avec des retours d'expérience, ils s'étaient rendu compte que ça ne permettait pas aux jeunes de vraiment prendre en main un poste sur une durée de 6 mois ou d'un an. Donc, en fait, ils nous laissaient fixes sur un poste pendant 2 ans et par contre, ils obligeaient à une mobilité internationale ou intragroupe, pardon, au bout des 2 ans. Voilà, donc j'en ai fait qu'une et donc elle m'a effectivement marquée. Après, je ne sais pas du coup trop comment répondre à la deuxième partie de la question. Euh, qu'est-ce qui t'a marqué à la fois sur le plan technique et sur le plan personnel? Sur le plan technique et personnel, ce qui m'a le plus marqué, alors, donc si je parle de l'expérience chez Airbus, sur le plan technique, euh,
En fait, j'ai découvert ce que c'est de servir de la production. Et en fait, il y a deux choses. J'étais dans un cadre de démarrage de programme. Et c'est une super école parce qu'en fait, c'est un mode où en fait, il faut que ça marche, tout simplement. Il faut qu'on arrive à sortir le premier A350 de l'usine. Quel que soit ton rôle à la base, quelle que soit ta mission officielle, tu mets les mains dans le cambouis et tu y vas. Et en fait, c'est des genres d'expériences qui sont hyper formatrices parce qu'on sort complètement de son scope. En fait, on cherche juste à être utile à court terme, à faire un peu le pompier et puis à les dépanner, ce qui permet en fait d'apprendre plein de choses parce qu'on essaye de comprendre, on essaye d'avancer. Et il y a une phase après où on travaille sur la pérennisation et la préparation de l'activité plus industrielle. Donc en fait, je dirais que c'est ça qui m'a marqué et en fait, c'est resté dans mon ADN dans tous les postes que j'ai occupés d'après, d'aller toujours aider la production. En fait. Et même quand j'étais bras droit du patron là, à la MECA, quand j'ai vu que le responsable de production était au fond du trou, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, dis-moi comment je peux t'aider. Je vais demander à mon chef de décaler ma mission de 6 mois. Je l'aiderai dans 6 mois. Là, aujourd'hui, je vois que c'est toi qui as besoin d'aide. J'ai vécu ça aussi. Je sais ce que, voilà. Et bien, je vais t'aider. Et en fait, ça, quand on est dans le monde de l'industrie, il faut pas l'oublier. Ce qui crée de la valeur ajoutée, c'est la production, toutes les fonctions qui sont autour. Et il y en a beaucoup. Leur rôle, c'est de permettre de sortir le produit, de le définir et de le sortir. Et donc, il faut pas des fois se perdre dans les méandres d'indicateurs, de performance, de projets, voilà. Et pas oublier que le besoin, c'est de produire. Et en fait, il faut toujours se demander, se questionner sur sa valeur ajoutée par rapport au cœur de métier de l'entreprise et se dire que si à la fin, on veut que l'entreprise, elle tienne, qu'elle marche et puis qu'on ait un salaire, c'est cette activité-là qui doit marcher. Donc voilà, bien se recentrer là-dessus. Je pense que c'est ça que j'ai appris dès le début et qui m'a aidé. Et c'est à la fois technique et personnel. Ton intervention fait lien avec les discussions, des réflexions qu'il y a actuellement entre Alumni et Institut sur l'orientation de l'Institut pour l'industrie d'abord et les métiers opérationnels. Depuis pas mal d'années, je pense que vous l'avez vécu, et Gabriel plus encore certainement, il y a une forte orientation de fait vers les cabinets de consulting, les centres de conseil, les boîtes de gestion, la finance, etc. Or, la vocation de l'école est d'abord de former des ingénieurs pour l'industrie et les ingénieurs opérationnels. Donc, ton témoignage est évocateur par rapport à ça. Toujours en rapport avec le graduate programme, il y a Félicie qui demande si tu aurais des conseils à donner pour intégrer un graduate programme. Alors, des conseils, je réfléchis. Bon, en tout cas, il faut le tenter. Pour ma part, la partie recrutement, je m'en souviens parce qu'elle a été assez costaud. C'était en parallèle de la dernière année à Centralis. Ça a duré 6 mois. Et en fait, on était 10 000 candidats pour 100 recrutés à la fin. Et en fait, ça a été, il faut s'accrocher. En fait, voilà, en fait, mon message, c'est oui, allez-y, et il faut s'armer. Alors, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais moi, j'ai passé plein d'étapes. Il y avait en commençant par tout ce qui était questionnaire de logique, jusque après, c'était des entretiens téléphoniques, des mises en scène téléphoniques en anglais où on devait réagir à des situations de management compliquées pour qu'ils puissent faire une analyse psychologique de notre comportement. Et puis ça a fini où j'ai passé 2 jours à Munich à me faire observer par des RH sur des mises en scène de réunions, voilà, plein de choses où ils nous passent vraiment au crible pour savoir qui on est et s'ils veulent vraiment miser sur nous. Donc, c'est un investissement. Mais voilà, franchement, allez-y parce que c'est non seulement le parcours en lui-même est enrichissant une fois qu'on rentre, et en plus, c'est quand même une belle étiquette et ça aide aussi dans la candidature aux postes qui suivent au sein de l'entreprise. Voilà, c'est une aide supplémentaire pour un démarrage de carrière. Merci Juliette. Time is over. Merci à vous. On s'arrête là alors.
Très bien. Merci beaucoup, Juliette. Merci. Gabriel. C'est à moi. Donc moi, Gabrielle Marlot, donc je suis promo 2020. Pour recontextualiser un tout petit peu, la promo 2020, c'est la première année de la réforme des études avec le programme qui est encore actuellement à Centrale. Donc Tu peux mettre on ta avait caméra? épongé les murs. Oui, pas de souci. Donc effectivement, nous, c'était la première année donc, de la réforme avec le nouveau programme comme il a été fait aujourd'hui et que les étudiants aujourd'hui suivent. Et du coup, c'était la première aussi année donc, du défi personnel que j'ai mis dans les anecdotes. La spécialisation que j'ai faite, du coup, c'était MAE, donc modélisation et architecture d'entreprise. Et cette dernière année-là, je l'ai fait en alternance chez CG Business Consulting, donc dans une boîte de conseil, où déjà la recherche de l'alternance était très compliquée, mais globalement, je reviendrai dessus dans la deuxième partie, mais cette alternance, je l'ai eue globalement parce que j'étais une femme. J'ai du coup fait mon alternance et le premier jour de la période stage de fin d'études, c'était aussi le premier jour du Covid. Donc en Ah, fait, je suis rentrée dans le monde du professionnel en Covid. Ce qui fait qu'en fait, la majorité de mes collègues, je les ai rencontrés au bout de 8 mois, 9 mois, quand j'avais signé mon premier CDI. Donc bien tardivement. Et puis, la vie a fait que, en fait, on nous a demandé à la fin du Covid de revenir sur site. Il se trouvait que je n'habitais plus sur la même localisation que mon employeur. Donc, j'ai tout simplement changé de métier, changé d'employeur à ce moment-là pour pouvoir me rapprocher géographiquement de là où j'habitais, c'est-à-dire Annecy. Parce que les allers-retours à Annecy-Paris, toutes les semaines, je le sentais pas. J'ai travaillé du coup dans une autre boîte de conseil où j'ai travaillé encore une fois alors plus dans les domaines finance parce que j'avais déjà du coup l'alternance était dans le monde de la finance, le deuxième était encore dans le monde de la finance mais appliqué à l'IT. Et où du coup j'étais chef de projet pour tout ce qui était création d'applications de mobile pour des applications de bourse. Et en fait, quand ils ont reçu ma candidature, mon CV au départ, c'est simple, ils ont vu du coup mes expériences, ils ont vu Centrale-Lille et ils ont dit mais en fait tu peux faire bien plus que ça. Du coup, on va en profiter, on va te faire un poste de pilotage programme. Donc j'avais en fait la moitié de mon temps sur de la chefferie de projet au sens classique MOOC qui est vu en première année de Centrale. Et l'autre moitié qui était beaucoup plus transverse, qui se rapprochait un peu plus de mon option de dernière année. Et j'ai fait ça globalement pendant 1 an et demi. Et en fait, au bout d'un moment, bah, je voulais évoluer, je voulais faire autre chose, avoir un peu plus de responsabilité. Et là, globalement, énorme plafond de verre. Globalement, s'il fallait évoluer, bah, c'était très compliqué. Et dans tous les cas, si on voulait évoluer, on sentait que ce soit un profil un peu junior ou que ce soit un profil féminin, il y avait de la réticence. Donc, c'est pour ça que je sentais que l'ambiance était un peu toxique et je n'allais pas pouvoir m'épanouir. Donc, rebelote, j'ai changé à nouveau en me disant que j'allais changer de domaine, que j'allais quitter le conseil. Et c'est pour ça que je suis partie chez Soprasteria, qui est une boîte de conseil. Sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus chez le client, mais je travaille en interne dans l'entreprise. Et du coup, je n'ai plus du tout cette prestation chez le client, on va dire, qui me dérangeait un petit peu. Et donc aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis donc urbaniste architecte d'entreprise.
Il faut savoir que le poste d'architecte d'entreprise, c'est un poste qui généralement est ouvert à des personnes qui ont 15, 20 ans d'expérience et qui sont généralement en reconversion dans ces postes-là et que souvent c'est une maturité d'expérience qui permet d'arriver à ce typologie de poste. J'y ai accédé avec moins de 5 ans d'expérience. Pourquoi? Parce que, la formation centrale me l'a permis, puisque c'était une formation académique dans le domaine. Et deuxièmement, parce que finalement, le fait de pouvoir avoir des facilités de communication et des facilités de monter en compétences par le côté généraliste voulait donner la chance. Et donc, j'ai commencé ça pendant à peu près 3-4 mois. Et au bout de 3-4 mois, je suis allée voir ma hiérarchie en disant c'est bien sympa, j'aime beaucoup mon poste, mais ça ne me suffit pas. Et donc, au lieu de me donner plus de responsabilités en termes de hiérarchie, en termes managériels plus terme, en fait, on m'a donné plus de responsabilités d'un point de vue horizontal, dans le sens où on a diversifié mes activités. Et on m'a proposé, en fait, de prendre en main une grosse partie de l'activité relation école de mon entreprise, c'est-à-dire d'échanger avec l'ensemble des écoles pour organiser que ce soit les forums étudiants, que ce soit les partenariats avec les associations, que ce soit les conférences qu'on organise dans les différentes universités. Et globalement, ça n'a strictement rien à voir avec mon poste lui-même, mais ça me permet aussi de pouvoir étendre des responsabilités, voir autre chose. Et une des grandes raisons de pourquoi j'ai réussi à avoir aussi ces opportunités-là, c'est qu'aujourd'hui, quand on cherche à recruter plutôt des femmes pour pouvoir atteindre des quotas et pour pouvoir promouvoir les femmes ingénieures. Mais du coup, quand on fait des interventions à l'extérieur, et finalement, en termes de vitrine, on a envie d'envoyer une femme ingénieure faire la vitrine. Ce qui fait que, vu que je répondais aux cases, ça m'a ouvert énormément d'opportunités pour pouvoir développer des activités annexes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai énormément d'opportunités qui m'ont été ouvertes grâce à ça. Cela étant dit, je vais quand même, si on revient aussi sur la thématique, voir aussi le côté négatif. Donc, j'en ai parlé au départ, mon alternance, pourquoi je l'ai eu grâce au fait que j'étais une femme, tout simplement parce que j'ai postulé une première fois et j'ai été recalée lors de la session RH sur ce poste. Et en fait, au bout de 2 mois de recherche d'alternance, j'avais toujours rien trouvé et j'ai du coup repostulé à exactement la même offre avec le même CV et la même lettre de motivation sur le poste sur lequel j'avais été rejetée. Et la seule différence, c'est que j'ai mis via le réseau un manager en copie du mail et pas que les RH. J'ai donc été pris en entretien exactement 2 jours après. Donc en termes de réactivité, c'était bien. Et en fait, pendant l'entretien, globalement, ce qu'on m'a dit, c'est ah non, mais on allait dans tous les cas vous prendre, vous êtes ingénieure centralienne féminine. Donc à partir de là, vous répondez au quota et dans tous les cas, vous serez facilement vendable chez le client parce que le client lui-même cherche à augmenter ses effectifs féminins en utilisant des consultants pour ce faire. Donc finalement, ça veut dire que quand je suis arrivée chez mon premier client, c'est pas du tout pour mes compétences que j'ai été placée là-bas, mais en fait pour le fait que je sois une femme. Donc personnellement, je l'ai très mal pris. Et en fait, au bout d'1 mois de mission chez le client lui-même est venu me voir en disant « Ah mais en fait, tu sais de quoi tu parles ?» Donc ça non plus, je ne l'ai pas super bien apprécié. Mais j'ai assez rapidement compris qu'en fait, pour respecter ces quotas de femmes, en fait, ils recrutaient énormément d'ingénieurs, féminins comme masculins, mais ils recrutaient énormément de personnes qui venaient d'écoles de commerce pour rééquilibrer les quotas et pour avoir du coup un peu plus d'équité. Et donc, quand ils proposaient des consultants chez le client, surtout les profils juniors, les profils féminins venaient majoritairement d'écoles de commerce, mais du coup avaient moins de connaissances techniques, ce qui est normal, chacun sa spécialité. Et donc, les clients, quand ils me voyaient arriver, avaient un énorme a priori sur mes compétences. De la même manière,
Mes managers, naturellement, allaient beaucoup plus surveiller ce que moi je faisais et partie du principe que j'avais besoin de beaucoup plus d'encadrement pour monter en compétence que mes collègues qui étaient masculins. Encore une fois, est-ce que c'est positif ou négatif? Ça me permet d'avoir plus d'attention, mais d'un autre côté, ça veut dire que je suis plus surveillée et que du coup, la confiance allouée n'est pas du tout la même. Moi, j'ai préféré le voir comme une opportunité plus qu'autre chose, puisque effectivement, ça m'offrait plus de visibilité. Si les managers sont plus au courant des productions que je fais, ça fait valoir mon travail beaucoup plus efficacement. Donc, il y a du pour, il y a du négatif. Mais c'est vrai que les remarques que j'ai pu avoir parfois étaient très dérangeantes. Dans ma deuxième expérience, globalement, effectivement, je suis arrivée en entretien, ils ont regardé mon CV, ils ont regardé le nail art. On a donc passé les 3/4 de mon entretien d'embauche à parler d'onglerie et de manucure, plus que de mes compétences. Je n'ai toujours pas compris pourquoi j'ai été recrutée sur ce poste, mais soit. Et effectivement, j'ai eu la remarque que comment est-ce qu'on peut travailler efficacement dans le monde de l'informatique avec des ongles de 3 cm de long? Ce à quoi j'ai répondu, est-ce que vous avez quelque chose à reprocher à mon travail lui-même? Il ne savait pas répondre. Donc là encore, il y a eu énormément d'a priori en fait sur mon profil, sur mon côté, on va dire, très féminin. Et finalement, il y a toujours besoin de justifier ses compétences par rapport aux a priori qu'il peut y avoir au départ. Par contre, une fois que les compétences sont validées, une fois que la reconnaissance est faite, le travail est beaucoup plus fluide par la suite. Quand j'ai quitté ce deuxième poste, il y a effectivement le responsable des développeurs de l'application qui est venu me voir et qui a fait « Vous êtes la première personne qui non seulement nous donne le cadre qui nous permet de travailler, mais aussi nous permet d'assurer la liberté sans nous imposer de solutions. » Dans le sens où je ne me mettais pas au-dessus d'eux, je travaillais avec eux, je prenais le temps d'écoute et que généralement les personnes, quand ils arrivaient un peu trop bourrus en disant voilà, nous on sait et on va vous dire quoi faire, bah, finalement c'était beaucoup moins apprécié et l'approche beaucoup plus souple que je pouvais avoir en disant bah voilà, chacun ses rôles, chacun ses responsabilités. Moi je sais faire ça, je ne sais pas faire du dev, donc le dev, c'est à vous de le faire, je vous fais confiance. Ça a été plus que apprécié. Donc c'est un peu important et de se dire bah, finalement, voilà, connaître les forces et les faiblesses de chacun, c'est absolument primordial. Encore aujourd'hui, là dans mon poste actuel, il y a encore 2 ans, j'ai effectivement reçu encore aujourd'hui la remarque que dans tous les cas, les femmes, leur place était à la cuisine. Ça existe encore comme remarque. Il se trouve que c'était quelqu'un que je devais former. Donc former quelqu'un, essayer d'enseigner à quelqu'un qui dans tous les cas, visiblement, ne pense pas qu'on devrait être à cette place-là, ça a été très compliqué. Il faut être très pédagogique. Et finalement, j'ai pris le parti de partir sur de l'humour, de passer sur l'autodérision, de ne pas essayer de le contredire parce que finalement, faire changer quelqu'un qui est un peu misogyne, ça ne marchera pas. Et ça ne permettra que de brusquer les gens. Mais au contraire, de dire ok, on ne s'entend pas, maintenant travaillons ensemble. Et toute cette partie-là, bah, finalement, c'était des situations qui sont très complexes, mais qui m'a permis d'évoluer, de grandir dans d'autres domaines et de développer mes capacités de communication, de travail en équipe et de négociation finalement. De la même manière, j'ai eu effectivement, quand je suis arrivée dans une équipe, j'étais la première femme à arriver dans cette équipe-là. Et une des remarques que j'ai eues, c'est « Ah, maintenant, il va falloir faire attention à ce qu'on dit ». La première réflexe que j'ai dit, c'est finalement, j'ai survécu à 2 ans de prépa où en prépa, les femmes sont minoritaires. J'ai survécu à 3 ans de centrale où, bon, nous, on était un peu plus que 7%, on était 23% à l'époque, mais les hommes étaient quand même majoritaires aussi. J'ai travaillé dans 2 entreprises d'informatique où majoritairement la population est masculine. Je vis entourée d'hommes, je ne suis pas choquée par la situation et le fait que vous devez vous comporter différemment avec moi qu'avec un collègue masculin est un problème en soi. Puisque finalement, ça fait cette distinction-là.
Donc, effectivement, le fait de rencontrer des situations comme ça, c'est toujours très compliqué. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a fait fait valoir ces éléments, fait valoir ces compétences, bah, comme effectivement ça a été dit dans les témoignages précédents, bah, si on utilise toutes ces situations un peu chaotiques à notre avantage, ça nous donne plus de visibilité, ça nous donne plus d'opportunités, ça nous donne par moments plus de reconnaissance. Et donc finalement, même si c'est des situations qui sont complexes et qu'il faut réussir à normaliser au sens où on ne devrait pas rencontrer tous ces cas-là, c'est aussi des occasions qu'on peut saisir et de pouvoir en créer le meilleur moment et le meilleur moyen de se développer. Donc, je reste assez neutre sur le sujet, même si effectivement, un certain nombre de remarques que j'aurais préféré éviter déjà sur les 5 dernières années. Un dernier point que je vois, c'est que, donc, contrairement aux 2 témoignages avant, je n'ai pas d'enfant. J'approche de la trentaine et j'ai pas d'enfant. Je vois déjà le fait que mes collègues déjà cherchent à savoir si le midi je prends un verre de vin ou pas. Et ça se voit dans les projets qu'on me donne que finalement, plus ça va, plus les projets qu'on me confie sont de durée plus courte. Pour que potentiellement, si je dois m'absenter, ça soit moins problématique en termes de passation. C'est des situations qui sont complètement transparentes. Je suis absolument convaincue que les personnes qui ont ce genre de réaction ne le font pas consciemment. Mais par contre, en termes de perception, clairement, je me sens épiée pour savoir si effectivement je vais bientôt tomber enceinte ou pas. Et du coup, ça a un impact sur les projets professionnels et sur les perspectives professionnelles que je peux avoir aujourd'hui. Donc, là aussi, c'est un peu un message au sens large de se dire, bah, non seulement il faut se battre pour faire reconnaître ses droits et ses compétences, mais aussi, finalement, il y a plein de comportements qui sont complètement inconscients, mais quelle que soit la population qui est en face, même s'ils ne sont pas misogynes, même si c'est pas conscient, même si c'est, voilà, ces comportements-là, ils sont présents. C'était à peu près tout le retour que j'avais. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bien, merci, merci Gabriel. Merci, Gabriel. En t'écoutant, je suis très partagé et en particulier quand tu dis que tu as un regard neutre sur tout ça, je veux dire autrement, tu as un regard extrêmement critique sur des situations qui sont choquantes. Enfin, à t'écouter, je suis choqué. De ce point de vue-là, tu as vécu des choses quand même assez différentes et plus violentes que les deux collègues qui sont intervenus avant toi. Donc ça, c'est le côté négatif. En revanche, ce qui est admirable, c'est que tu en fais une force et que une fois tout ça mis à l'écart, surmonté, etc., ça te renforce. Donc ça, c'est vraiment une force de caractère. Est-ce que et ma question est la suivante. Est-ce que tu penses que c'est toi, ton caractère, ou est-ce que n'importe quelle fille dans des situations de ce genre ferait la même chose et réussirait à en faire une force? Je pense qu'il y a le côté de, comme j'ai dit, vu que tout le long de notre cursus, on est en minorité, naturellement, toutes les personnes qui ont survécu à ce cursus, finalement, se sont forgées un caractère un peu en adéquation avec ça. Bon, moi, j'ai un caractère absolument tranché et en l'occurrence, c'est plutôt en ma faveur parce que effectivement, j'ai des situations qui sont assez complexes, que j'ai rencontrées et si j'étais pas aussi un peu brut de décoffrage par moment, j'aurais pu m'écraser complètement et très très mal vivre. Et c'est pour le coup moi qui ai pris le point de dire bon bah allez, je vois le côté positif et j'en fais des opportunités. Il y a un deuxième fait aussi, c'est quand je peux en discuter effectivement, c'est que quand j'en parle avec mon manager, mon management ou mon top management ou les RH avec qui je travaille maintenant avec la partie relations école, la notion de KPI est omniprésente. Euh, Parfois trop. Parfois, du coup, c'est pour ça que je parle d'opportunités parce que bah, finalement, s'ils doivent respecter leur KPI, ça nous ouvre des portes. Bon, si on comprend comment le système fonctionne, c'est plus facile de l'exploiter. Donc là aussi, finalement, bon, bah,
je trouve des opportunités. Par contre, ça veut dire que bah, tout ce qu'on peut voir comme un point de vue positif, on peut aussi le voir d'un point de vue négatif. Les KPI, bah, si on recrute plus de femmes pour le fait que ce soit des femmes, ça veut dire qu'on va forcément baisser le niveau des profils qui sont recrutés. Pas parce que les femmes sont moins compétentes, mais c'est que si on a 20% de sorties d'école, bah, et qu'on se retrouve avec 50-50 en entreprise, bah, forcément, il y a une sélection qui a été faite au milieu et qu'on allait piocher en dessous. Donc, il faut que les proportions soient réalistes, il faut que les proportions correspondent au marché, entre le marché du travail et le marché de la formation, il faut que les quotas soient les mêmes. Je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer aussi de ce niveau-là pour éviter effectivement que ça se répercute dans les ambiances de travail. Mais c'est vrai que par exemple sur les augmentations de fin d'année, quand on entend on va essayer d'augmenter en priorité les femmes pour faire du rééquilibrage salarial, le principe est bon, c'est absolument bien, ok, essayons de rééquilibrer les salaires. Mais ça veut dire que du coup, cette année, il n'y a que des femmes qui ont été augmentées. Bah, du coup, la perception des hommes par rapport aux augmentations qu'ils n'ont pas eues, bah, faut réussir à se justifier et pas se faire prendre de mauvais côté. Donc, mais c'est un peu effectivement, je reprendrai l'idée de la mobilité qui a été évoquée avant, qui est un peu, qui est du coup rédhibitoire ou plus compliqué pour les femmes. Finalement, les bons arguments et les bonnes raisons, parfois en termes d'application, amènent à des dérives et à des mauvaises interprétations, ce qui amène à ce qu'il n'y ait pas la vision d'ensemble de tout ce que ça implique. Effectivement, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai eu une augmentation et la majorité de mes collègues n'en ont pas eu. L'ensemble de mes collègues ont dit bah oui, c'est normal, tu es une femme. Absolument, enfin quasi personne n'a pris en compte que bah oui, tu as fait du bon travail, cette augmentation était méritée. Ce qui fait que la perception elle-même de l'augmentation que j'ai reçue, finalement, se sent impactée. Et c'est ma force de caractère de dire non, non, c'est parce que j'ai fait du bon travail et que je mérite cette augmentation. Mais du coup, c'est pas les autres qui m'apportent cette lecture-là, c'est à moi de me la trouver moi-même. Moi, je voulais savoir, les gens qui sont autour de toi, ils ont quel niveau de qualification? C'est un autre point. La grande majorité des gens autour... Alors, officiellement, la politique de l'entreprise, c'est d'employer que des bac plus 5. Donc, il y a majoritairement que des bac plus 5. Par contre, il n'y a pas que des ingénieurs et le niveau des écoles dont est issue la majorité de mes collègues sont plutôt... Ouais, souvent, ce sont des écoles du groupe E3A. Donc, Oui, mais enfin, les personnes c'est quand qui... même inquiétant de se dire que tout ce que tu nous racontes là, ça vient de gens qui sont quand même normalement éduqués et qui, Voilà, on a l'impression que en théorie. c'est plus facile de travailler avec des opérateurs sur une chaîne qu'avec des cadres. Bah, c'est pour ça que voilà, je contrebalance. En plus, enfin, ce qui est assez atypique dans le monde de l'informatique, c'est que déjà le monde de l'informatique au sens large, c'est très masculin. Mais à l'intérieur même de ce monde de l'informatique, dans les sous-parties de l'informatique, c'est très réparti hétérogènement. C'est-à-dire que la population féminine, généralement, si on s'occupe de la BI, si on s'occupe de la data analyst, si on s'occupe de la data visualisation, donc tout ce qui est tableau de bord, là, on peut en retrouver beaucoup plus que dans des métiers type développeur, type conception informatique, plus technique, infrastructure. Donc en fait, même si on parle du monde informatique qui est déjà très masculin, quand on regarde dans le détail, il y a déjà une hétérogénéité qui est absolument énorme. Moi, je suis dans un domaine effectivement de conception où, comme je le disais, généralement, il y a 15-20 ans d'expérience, sauf que les personnes qui ont 15-20 ans d'expérience sont majoritairement une population masculine juste parce que les femmes ne sont pas encore arrivées sur ce marché-là, sur cette spécialité-là. Et deuxième chose, je suis dans un domaine où effectivement, de base, c'est moins attractif au sens où c'est moins orienté, c'est moins concret. Et donc, la répartition fait que je suis souvent quasi exclusivement entourée d'hommes. Mais ça veut pas, mais si on regarde les chiffres au global et si on recherche les chiffres vraiment localement, on voit des énormes disparités. Une question de Léo. Penses-tu que la meilleure posture face aux remarques misogynes sur un lieu de travail soit de les prendre avec humour et autodérision
comme tu as pu le faire? Je pense pas qu'il y ait une bonne méthode. Je pense que ça dépend en fait à quel point on est à l'aise et ça dépend de la situation avec qui on est, des relations qu'on a avec la personne qui est en face. Il n'y a pas une bonne solution, il y a une solution avec laquelle on est confortable. La solution que moi j'ai de mettre en avant cette partie-là, c'est parce que moi je suis à l'aise avec cette partie-là et que en fait, amenant à l'autodérision, je lui fais comprendre que lui-même ce qu'il dit, de la même manière que moi il y a de l'autodérision et il y a de la dérision de la situation, Ouais. ça fait montrer que la situation est absurde et du coup ce qu'il dit est absurde. Mais ça veut pas dire, je prétends absolument pas que ça soit la bonne solution. Bien au contraire. Bon, le temps est écoulé. Il y a peut-être une dernière Une question. dernière question, est-ce que cette discrimination positive est donc assez complexe à gérer à cause des effets secondaires dont tu parles? Que faut-il faire pour pallier à cela, selon toi? Moi, globalement, de mon point de vue expérience personnelle, j'ai un très mauvais point de vue de la discrimination positive, puisqu'effectivement, quand je l'ai eu, ça s'est systématiquement suivi de remarques qui faisaient que le côté positif était relégué à un deuxième, troisième, voire quatrième plan. Donc j'avoue que j'ai tendance à dire, il faut réussir à d'abord mettre en place les compétences, les motivations et le mérite en premier lieu. Si on ne met pas cette partie-là en premier lieu, forcément, ça jouera sur la suite. Après, oui, il y a une nécessité de faire la discrimination positive pour rééquilibrer, mais pas pour surpasser. Donc, les arguments et de comment on amène les sujets c'est vraiment la communication, la méthode d'amener ces sujets sur la table. La formulation qui est apportée est extrêmement importante. Aujourd'hui, de dire, oui, on va augmenter que les femmes, forcément, ça crée du conflit. Par contre, de dire, oui, on va juste faire du rééquilibrage en fonction de différents critères tels que le niveau d'expérience, les productions produites et les années d'expérience dans l'entreprise. Voilà, on rééquilibre tout le monde en fonction de ces critères-là. Finalement, ça mènerait au même résultat, ou presque, mais sans mettre en avant des éléments qui sont discutables et qui peuvent amener à des mauvaises interprétations et à ce type de réaction que j'ai pu avoir. Bon, tu conclus, Tout à fait. On pourrait développer extrêmement longtemps sur ce sujet et puis sur chacune de vos expériences. En tout cas, merci à toutes les trois de vous être prêtées au jeu. Je pense que pour les participants déjà, ça aura été particulièrement intéressant. Et je pense que ça devrait en intéresser d'autres derrière avec le replay qu'on mettra à disposition. Donc merci infiniment à toutes les merci trois. à toutes les trois. Merci à vous pour l'opportunité Merci beaucoup. et à Merci. disposition, si besoin. En termes de conclusion, donc les prochaines étapes, donc le replay, probablement dans quelques jours, hein, il faudra être un peu patient là parce que je vais être indisponible dans les jours qui viennent. Les prochaines sessions, donc on est en train de finaliser la prochaine sur le métier de la défense. Au passage, Juliette aurait pu participer également à cette partie-là, par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Donc, on aura 3 intervenants dans des domaines différents de la défense, soit le 9, soit le 10 décembre. On va décider avec Geneviève assez rapidement laquelle de ces 2 dates on choisit. Et puis en janvier, on va présenter et parler des métiers universitaires et des métiers de la recherche, que ce soit la recherche dans le milieu universitaire ou la recherche en entreprise. Donc voilà, et puis pour les mois suivants, on va travailler avec les étudiants pour prioriser les idées qu'ils nous ont déjà proposées. Il y en a toute une série et on a de quoi faire jusqu'au mois de mai, comme je l'ai indiqué dans mon introduction tout à l'heure. Voilà, merci à toutes Merci, et merci tous. vraiment. Voilà, rien à ajouter, Geneviève? Non, moi, ça m'a fait un grand plaisir de retrouver Juliette et Patricia et de Également. voir comme elles ont une carrière vraiment formidable. Bravo.
Plaisir partagé. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Merci, Au bonne revoir. soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.